propose de commencer. Bonjour à tous, je suis Patrick Mareuil, directeur général Europe d'Airship. Je suis ravi d'être là et en présence d'une invitée de marque qui est donc Constance, je sais pas si tu te... donc CMO de VP, et qui va partager avec nous des retours sur les stratégies d'engagement client sur mobile gagnantes dans le retail. Donc très rapidement, je vais vous présenter Airship très succinctement, je vous rassure. Et on étudiera ensemble un peu les piliers d'une stratégie d'engagement client sur mobile gagnante. Et ensuite, on aura le retour d'expérience de Constance sur les spécificités du mobile et les particularités notamment de VP. Donc très rapidement sur Airship, qui on est le leader de l'engagement client sur mobile. Avec notre plateforme, on aide nos clients qui sont des retailers, des médias, des marques, des sociétés de finance ou de l'entertainment à fidéliser leurs propres clients sur mobile, à développer l'usage, à faciliter l'expérience et à tout simplement augmenter la valeur de leurs clients sur mobile. Et on fait ça grâce à une plateforme qui va orchestrer différents canaux tels que les push notifications, le SMS, le mobile wallet, de manière à apporter vraiment le bon message à la bonne personne au bon moment, puisque on le sait, le rapport au consommateur a beaucoup évolué. Avec le device mobile, les consommateurs sont constamment connectés. Ils ont accès en fait à différents canaux de communication et donc ils sont toujours à un clic également d'aller chez votre concurrent. Donc il faut avoir un message qui est tout le temps pertinent, tout le temps efficace et qui se doit de savoir bien gérer les différentes particularités des canaux de communication. Donc aujourd'hui, on propose une plateforme qui est vraiment de type très moderne, qui va vous permettre de créer des parcours clients automatisés sur vos utilisateurs mobiles, de manière à les inciter à réaliser certaines actions, à mieux connaître vos offres, et donc à être tout simplement à plus haute valeur pour vous. Donc l'entreprise Airship, elle est en fait pionnière de l'engagement client sur mobile. On est la première société à envoyer des notifications sur iOS et sur Android. Aujourd'hui, on a envoyé plus de 4300 milliards de messages depuis notre origine. On a 300 milliards d'events qui sont gérés par mois par la plateforme. On est une société franco-américaine, donc avec des bureaux à Paris, mais également à Portland, San Francisco, Santa Barbara, également Londres, Munich. Et vous le voyez, on accompagne en fait les plus grandes marques à la fois en France, en Europe et aux États-Unis et dans le monde, dans les secteurs tels que le retail, le média, la banque assurance, l'entertainment, etc., etc. Et c'est pas nous qui lisons, des cabinets indépendants d'analyse technologique comme Gartner ou Forrester nous placent systématiquement en tant que leader dans le domaine des plateformes de marketing mobile. Alors, assez parlé d'Airship, on va maintenant parler des stratégies d'engagement mobile. Et ce qu'on constate, bien entendu, et je pense que vous l'avez tous vécu, c'est qu'il y a une formidable mutation qui se déroule en ce moment dans le retail et de manière plus globale sur le mobile. Le premier élément, c'est qu'on vit dans un monde qui est mobile first. Vous avez 68% du temps passé aujourd'hui sur Internet qu'il est depuis un device mobile. Aujourd'hui, on identifie que 35% de la population française, donc pas uniquement des internautes, mais 35% de la population française a réalisé un achat depuis un smartphone. Et ça, bien sûr, ça s'est accéléré également pendant le Covid et les différents confinements. On constate qu'il y a eu une progression de 70% de la pénétration de l'achat sur mobile dans la population française. Et ce qui est intéressant, c'est que 90% de ce temps passé sur mobile l'est depuis les applications. Donc les applications, c'est un élément qui est vraiment central dans la valeur des retailers. Et c'est là, en fait, tout simplement, où vous avez la meilleure user experience. Donc c'est ce qui va attirer vos clients à plus haute valeur. Et ça, on le constate, en fait,
tous les utilisateurs ont une préférence pour l'application par rapport à un site mobile parce que c'est tout simplement plus pratique. Vous avez une meilleure fluidité de la navigation, vous avez beaucoup d'éléments qui sont natifs. On peut maintenant payer sans sortir sa carte bleue depuis les applications grâce à Apple Pay ou Google Pay. Vous avez vraiment en fait, tout simplement une meilleure expérience. Et ça se convertit en fait à travers justement ces taux de transformation. Ce que vous voyez à droite, c'est que vous avez une meilleure fréquence, une meilleure conversion des transactions en fait au sein des applications par rapport à des sites ou des sites mobiles. Donc au final, ce qu'on constate, c'est que c'est là où vous avez vos meilleurs clients et les utilisateurs des apps mobiles ont une valeur qui est 60% plus importante que les clients classiques. Donc c'est formidable. Donc vous pourriez vous dire, bah, du coup, si j'ai une app, c'est la guerre est gagnée. En fait, non, c'est le début. Parce qu'il y a un challenge autour de la fidélisation des utilisateurs d'applications. En effet, on sait qu'en moyenne, vous avez 35% des utilisateurs qui ne vont ouvrir qu'une seule fois votre application. Donc quand on connaît les investissements à la fois technologiques et même marketing que vous pouvez mettre autour des applications, bah, c'est beaucoup de valeur qui peut s'évaporer. Ce qu'on sait également, c'est que vous avez plus de la moitié des apps qui sont désinstallées dans les 30 jours qui suivent le téléchargement. Donc parfois, ça peut être un peu rageant. Et lorsqu'on regarde le taux de rétention à J+7, donc en spot, il est de 15% sur les applications de retail. Donc quand on voit ça, on se dit, OK, donc il y a un vrai problème de fidélisation autour des applications. Donc ça reste bien entendu là où sont concentrés les utilisateurs les plus fidèles, mais il y a un vrai challenge autour de cette fidélisation. Et là où c'est assez formidable, c'est qu'on a des outils sur le mobile, sur les applications mobiles qui vous permettent d'influencer cette fidélité. Et notamment, les notifications push sont un excellent véhicule, un outil technologique qui vous permettent de travailler sur cette fidélité. Nous, ce qu'on constate, c'est que vous avez 95% de churn sur l'app dans les 90 jours si vous n'envoyez pas de notification. Donc en fait, si vous n'envoyez pas de notification, déjà, vous savez que vous perdez beaucoup d'opportunités et vous détruisez de la valeur. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où vous envoyez des notifications de manière hebdomadaire, tout de suite, vous avez 6 fois plus de rétention. Donc vous voyez que c'est un élément essentiel dans la stratégie de rétention, de fidélisation de vos utilisateurs sur mobile, mais il faut le faire bien. Et c'est ça ce qu'on va analyser, c'est quelles sont les clés pour une bonne stratégie d'engagement client mobile. Et c'est assez simple, hein, on n'a pas réinventé la roue, c'est toujours les mêmes principes, c'est le bon message au bon user, au bon moment, par le bon canal. La seule chose, c'est que ça a des particularités, bien entendu, sur mobile. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le bon message? Si on prend l'exemple des notifications, les notifications, c'est un média déjà textuel. Ça reste l'élément principal reste le texte. Et ce qu'on constate, c'est que ça a une vraie incidence sur la performance des messages. Donc là, j'ai pris un exemple avec Zalando, où on a fait de l'A/B testing. Et je vais vous demander aujourd'hui qui pense que le message A a mieux fonctionné et qui pense que le message B a mieux fonctionné. Alors, qui pense que le message A a mieux fonctionné? D'accord, à peu près la moitié, peut-être même la majorité. Qui pense au message B? D'accord, Pauline, tu triches, tu sais. Effectivement, c'est le message B, et avec vraiment un écart colossal, puisque le deuxième message a quasiment fait x2 par rapport au premier en termes de performance. Et vous voyez que ce n'est pas forcément intuitif. Donc le premier élément, c'est déjà de tester. On fait tous de l'A/B test sur de l'email, et pour autant, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de nos clients ne prennent pas le même investissement en temps pour réaliser de l'A/B test sur les messages, alors que ça a une incidence qui est colossale. Le deuxième point, c'est que le bon message, c'est également tirer profit des possibilités en termes d'interactivité. Donc, on a des messages qui peuvent intégrer des emojis. Donc ça, c'est déjà un moyen d'émerger par rapport à d'autres messages un peu plus classiques. Vous avez la possibilité également d'avoir des boutons interactifs, donc pour par exemple partager, sauvegarder pour plus tard certains éléments. Vous avez la possibilité d'intégrer des images, et sur iOS, vous avez même la possibilité d'avoir des GIFs animés, voire de la vidéo. Donc si vous êtes dans le retail, que vous avez par exemple du live shopping, vous pouvez tout à fait imaginer intégrer des extraits de votre live shopping, ou même des flux à l'intérieur de vos push notifications. Ce qu'on sait, c'est que ça améliore de 12 à 50% la performance
de vos notifications, donc autant ne pas s'en priver. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas que les push notifications qui jouent sur la fidélité de vos utilisateurs sur mobile. Bien entendu, c'est un élément qui est crucial et on l'a vu en termes d'impact, mais vous avez également d'autres éléments qui vont compléter ce dispositif. Ce que vous voyez avec l'exemple de Carrefour, c'est ce qu'on appelle un message center. C'est une sorte de boîte de réception dans laquelle vous allez pouvoir stocker les notifications, mais également d'autres messages que vous souhaitez envoyer à vos utilisateurs et qui vont avoir l'avantage de la persistance. Parce que on va dire l'inconvénient des notifications, c'est que c'est très éphémère. Ça a un impact colossal sur le moment. En revanche, dès lors que vous avez cliqué sur la notification, elle disparaît. Et si vous recevez la notification en fait 30 minutes avant de consulter votre téléphone, vous allez avoir une moindre attention sur ce média. Donc les message centers vont permettre de garder une meilleure rémanence du message. L'autre point, c'est que vous avez d'autres formats qui sont des messages in-app. Donc là, vous avez un exemple de bannière, d'interstitiel avec France Info et Orange. Et ces formats-là, en fait, ils se trouvent à l'intérieur de l'application. Ils ne sont pas soumis à un consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur, qu'il soit opt-in ou opt-in aux notifications ou opt-out, il est susceptible de voir ces messages in-app. Et ces messages, vous pouvez les déclencher en fonction du comportement de l'utilisateur et donc d'être extrêmement réactif en fonction du contexte, en fonction du comportement de l'individu. Et c'est vraiment complémentaire des push notifications. De manière générale, ce que je dis, c'est que les push notifications ont comme objectif de ramener les utilisateurs à l'intérieur de l'application, donc de les réactiver, là où les messages in-app se déroulent à l'intérieur de l'app, et ils vont avoir un impact sur la conversion. Donc lorsque vous combinez ces deux types d'outils de communication, c'est là où vous allez vraiment maximiser votre ROI. Et le dernier point, c'est que là, on a beaucoup de formats qui sont, on va dire, one to many, one to few, mais vous pouvez avoir aussi des conversations vraiment one to one avec vos utilisateurs, de manière à complètement réduire les frictions autour de la navigation, autour d'interrogations qu'ils peuvent avoir autour de vos offres. Donc, le live chat à l'intérieur de l'application peut être également un très bon moyen d'engager vos utilisateurs. Le bon message, c'est également un message qui est personnalisé. C'est une évidence, dès lors que vous arrivez à personnaliser la relation que vous avez avec vos utilisateurs, vous allez créer de la préférence et également tout simplement de la performance. Et pour illustrer ça, rien que de la personnalisation avec un prénom permet de gagner 40% de performance sur vos messages. Donc là, c'est vraiment très très basique, j'ai envie de dire, comme message. Donc voilà, trouvez votre tenue pour fêter le Nouvel An, découvrez notre sélection. Voilà, juste à côté, Hey Jade, trouvez votre tenue, etc. etc. Bon, ben là, rien qu'avec la personnalisation du prénom, vous êtes à 40%. Donc typiquement, un acteur comme VP qui a une connaissance parfaite de ses utilisateurs, hein, puisqu'il y a 100% du trafic qui est connecté, ben, c'est un énorme avantage. Mais ça veut dire que vous, qui n'avez pas forcément le même modèle, il y a un vrai enjeu à pouvoir connecter vos utilisateurs, à les faire se loguer, de manière à pouvoir réconcilier les informations et avoir des messages qui vont être personnalisés autour du prénom, mais aussi tout simplement autour des préférences. Et c'est en fait une bonne transition pour le bon utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire le bon utilisateur dans nos mobiles? Ça veut dire déjà savoir qui sont vos clients, comprendre ce qu'ils font et utiliser ces datas pour créer de la pertinence. Parce que la pertinence va créer de la performance. Et comment ça se manifeste? Autour du mobile, vous avez possibilité de capturer beaucoup d'informations par ce qu'on appelle les SDK, c'est-à-dire les composants que vous intégrez dans vos applications, mais également en connectant, et ça c'est souvent aussi un défaut qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas toujours de connexion qui se fait entre la stack mobile et votre stack CRM classique. Ce qui fait que vous n'avez pas une vision complète de l'utilisateur. Donc tout ça c'est possible. Vous avez la possibilité également de détecter ce que fait l'utilisateur à l'intérieur de l'application, même s'il n'est pas logué. Donc encore une fois, vous avez cette possibilité de communiquer avec vos utilisateurs, de pouvoir adapter vos messages, même s'ils ne sont pas connectés, puisque vous allez recueillir beaucoup d'informations autour du comportement. Mais pour dépasser, on va dire, toutes ces informations peut-être comportementales, et ce qu'on constate également, et je pense que vous l'avez tous vu avec les récentes annonces iOS 14 puis iOS 15, c'est qu'il y a une raréfaction de la data externe. C'est de plus en plus compliqué de pouvoir
importer en quelque sorte de la data externe, de pouvoir réconcilier ça avec les informations que vous avez sur vos utilisateurs. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il est vraiment essentiel de demander à vos utilisateurs ce qu'ils souhaitent recevoir comme message qui va être pertinent pour eux. Et donc, on recommande systématiquement en fait de collecter de la data zéro partie, donc vraiment de la donnée déclarative. Et l'exemple de VP est assez fantastique parce que dans le... des exemples. Vous le voyez à travers le centre de préférence de VP, et je vous engage tous à aller dessus et à personnaliser vos préférences. Vous allez pouvoir dire quelles sont les marques qui vous intéressent. Et effectivement, c'est de l'or hein, pour VP. Quel est le canal de communication que vous allez privilégier pour vos interactions avec VP, et également la fréquence et on va dire l'horaire dans la journée qui va être pertinent. Donc d'autres acteurs comme Azos le font, mais en général moins bien que, que VP. Et donc chez Airship, on a même amené ça à devenir un outil qui est directement intégrable, modifiable par les utilisateurs, parce que ce sont des éléments qui vont être de plus en plus fondamentaux dans l'engagement de vos utilisateurs. Donc vous allez vraiment avoir des outils que vous allez pouvoir personnaliser, customiser directement sans avoir à développer et engager des développements durs au sein de vos applications. Le dernier point sur la data, c'est que si vous voulez avoir une vision vraiment customer-centric, il faut en fait connecter tout votre écosystème et donc savoir faire le lien avec vos outils de data mining, vos marketing cloud, vos CDP, vos DMP, etc., parce que vous allez pouvoir vraiment ensuite avoir la vision complète de vos utilisateurs et donc avoir des communications qui seront réellement pertinentes. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vraiment réaliser des messages qui vont être pertinents. Par exemple, identifier lorsque les utilisateurs ont des éléments dans leur wishlist et donc pouvoir réengager l'utilisateur autour de ces offres. Également, les notifier dès lors qu'ils vont être livrés. Donc ça, c'est un élément à haute valeur pour votre client. Également, lorsque certains produits ne sont plus en stock, reviennent en stock. On sait que c'est aussi des stratégies qui sont gagnantes sur le retail et sur le mobile également. Et bien sûr, les relances de paniers abandonnés, qui sont également des stratégies sur mobile qui fonctionnent parfaitement. Un des derniers points que je vais aborder, c'est le bon moment. Et le bon moment, c'est clé, j'ai envie de dire encore plus sur le mobile que sur d'autres canaux de communication ou canaux de distribution. Pour illustrer ça, un A/B testing horaire. On a envoyé ce message on a testé différents horaires. Et donc, pareil, un petit quiz. À votre avis, qui pense que ça a mieux marché à 9h? Non. Qui pense que ça a mieux marché à 13h? Okay. Qui pense que ça a mieux marché à 19h? Voilà, pareil, donc c'est assez divisé. Je vous avoue, moi, j'aurais pensé plutôt 19h. En l'occurrence, c'était 13h. Pour VP, typiquement, on a une particularité, c'est que les notifications vont annoncer les ouvertures de vente. Donc là, il y a vraiment un aspect critique dans le moment d'envoi. Mais parfois, vous avez le choix dans le moment pour envoyer vos notifications. Et donc, c'est là où c'est important de pouvoir tester parce que tout le monde n'a pas la même réaction et la même attention en fonction de l'heure dans la journée. Et ça va assez loin parce que ce qu'on a pu faire avec certains de nos clients, c'est vraiment sur un même message, une même cible, tester quasiment quart d'heure par quart d'heure pour voir quel était le meilleur moment pour envoyer ce message. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'entre le meilleur moment et le moins bon moment, pour exactement la même offre, la même cible, on pouvait avoir un ratio de 1 à 2 en termes de performance. Donc vous voyez à quel point c'est hyper important d'envoyer ce message au bon moment. Et ça se comprend parce qu'en fait, vous avez 90% des réactions aux notifications qui se font dans les 15 premières minutes. Donc si vous ne l'envoyez pas au bon moment pour l'utilisateur, il va passer à côté de votre message. Et ça a un tel impact que nous, chez Airship, on a mis en place des modèles d'intelligence artificielle pour identifier pour chaque individu quel était le bon moment. Parce que moi, je vais peut-être être réactif à 22h, je suis plutôt on est un couche-tard, une personne qui travaille le soir. Peut-être que Constance, elle sera beaucoup plus réactive le matin, parce que justement, il y a les ventes, donc elle est sur le pied de guerre dès le début. Donc le plus important, c'est de s'adapter à vos utilisateurs. Et ça, on ne peut pas le faire par, on va dire, de manière manuelle. Et c'est là où l'intelligence artificielle apporte cette valeur ajoutée.
Mais le bon moment, c'est pas que une question d'horaire, c'est également une question de cycle de vie de l'utilisateur. Et donc, il est fondamental, et ça, Constance le partagera avec nous, de vraiment décortiquer votre engagement, votre plan d'action, vos campagnes de communication et d'engagement en fonction du moment en fait, dans lequel l'utilisateur se trouve dans son cycle de vie. Et je ne vais pas passer en revue l'ensemble de ces phases. Je vais me concentrer sur un moment, c'est le début. On a vu qu'il y avait 35% des utilisateurs qui n'ouvraient qu'une seule fois l'application. Et donc, ce premier contact avec vos utilisateurs, il est clé. Et donc, il faut soigner ce moment, et ça passe notamment par des tutoriels d'onboarding. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces tutoriels sont très souvent codés dans le dur des applications et du coup, ils ne sont pas flexibles. Donc nous, Airship, ce qu'on a réalisé également, c'est qu'on a tout simplement développé un outil de création de ces onboardings, ce qui vous permet d'être réactif, de pouvoir d'adapter les messages dans le temps et de vraiment soigner cette première impression qui est clé avec vos utilisateurs. Toujours dans cette première phase, on sait que la notification, elle est associée à un consentement. Et donc, arriver à maximiser le nombre de personnes qui sont opt-in à vos notifications est très important. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour collecter ce consentement? La première chose, c'est que on va essayer de maximiser le taux d'opt-in dès la première visite. Donc, ça veut dire qu'il faut identifier le bon moment pour poser la question. Mettre en avant les bénéfices. Pourquoi est-ce que je devrais accepter une notification? Typiquement, si dans le cas de VP, je veux être informé des ventes, forcément, j'ai besoin d'accepter une notification. Si je suis une compagnie aérienne, je vais pouvoir mettre en avant le fait d'être informé des retards éventuels de mes vols. Donc, c'est très important de mettre en avant les bénéfices clients. Et le dernier point, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas statique. Il faut constamment tester et optimiser. Et c'est là où on va constater vraiment une très, très belle performance. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à redemander. On peut le faire lors de la première visite, mais également en suivante. Et on peut très bien cibler les utilisateurs qui sont opt-out et leur demander d'accepter à nouveau les notifications. Après une première visite, on peut se rendre compte de certains avantages. Et l'avantage, c'est que justement, à travers un clic, vous pouvez aller dans les réglages pour accepter de nouveau les notifications. Voilà, donc on a quelques exemples dans le cas de KLM où ils ont un premier message qui explique le bénéfice. Et lorsque la personne dit oui, ça m'intéresse, à ce moment-là, il déclenche la permission officielle des notifications. Si la personne dit non, en fait, je ne suis pas intéressé, en fait, ils attendent. Ils ne vont pas lancer la demande de permission officielle parce que vous n'avez qu'une seule cartouche, finalement, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est intéressant de la garder pour plus tard. Néanmoins, si vous avez déjà utilisé cette cartouche, vous pouvez, par exemple, par des messages in-app, mettre en avant justement cette capacité à réactiver les notifications et aller dans les réglages de votre téléphone. Comme je disais, le premier moment, il est clé. Et donc, c'est important de pouvoir créer des vrais parcours clients qui vont automatiser, qui vont pouvoir suivre cet objectif ou ces objectifs attachés à cet onboarding. Et vous pouvez avoir, par exemple, des premières campagnes qui vont être incitatives à la connexion, parce qu'on l'a vu, cette connexion, elle est clé pour votre connaissance, pour la personnalisation de vos messages. Une fois que la personne s'est connectée, vous allez peut-être vouloir stimuler le premier achat. Une fois que c'est fait, vous allez peut-être vouloir inciter la personne à s'inscrire à un programme de fidélité. Et selon ce qui est réalisé ou non, vous pouvez avoir en fait d'autres branches, d'autres scénarios. Donc vous voyez que ça va bien au-delà de simple diffusion de messages. Il faut avoir de l'intelligence, de la capacité à orchestrer tous ces canaux, tous ces messages. Et ça paye, parce que lorsque vous avez ce type de programme de rétention, eh bien, ça se retrouve dans la performance. Vous voyez, entre les personnes qui sont soumises à ces programmes automatisés, par exemple de Welcome, et celles qui ne le sont pas, vous pouvez avoir un ratio de 3 à 4 en termes de performance et en termes tout simplement de fidélité à votre app. Et le dernier point, pour aller très très vite et pouvoir écouter en Constance,
il y a une notion vraiment de bon canal. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément une application, tout le monde n'a pas forcément vocation à utiliser que les notifications. Et d'ailleurs, on le voit, VP a beaucoup de canaux qu'ils peuvent orchestrer. Et chacun des canaux, en fait, finalement, a ses avantages. Vous allez avoir l'email qui va avoir une meilleure rémanence que la notification. Vous allez avoir les messages in-app qui ne sont pas bons en réactivation, puisque de toute façon, ils sont à l'intérieur de l'application. Mais vous allez avoir d'autres canaux, comme par exemple le mobile wallet et les notifications web. Et ces deux canaux sur lesquels je vais faire un rapide focus. Le mobile wallet, c'est hyper intéressant. C'est à la fois un outil digital. Donc, par exemple, la digitalisation de votre programme de fidélité. Donc, c'est une carte de fidélité que vous pouvez avoir dans votre portefeuille mobile. Mais c'est également un canal de communication. Puisque lorsque vos utilisateurs ont votre mobile wallet, vous avez également la possibilité de leur envoyer des notifications de la même manière que vous le feriez s'ils avaient votre application. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément la capacité à avoir une app mobile complète, les mobile wallets peuvent être une très bonne alternative. Et bien entendu, si vous avez une carte de fidélité, il est essentiel de pouvoir la digitaliser par les mobile wallets. Le deuxième canal sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les notifications web. Aujourd'hui, vous le savez, on peut également envoyer des notifications à vos visiteurs de sites web. Il faut recueillir un consentement. Donc, c'est un consentement qui se fait dans le navigateur, que vous pouvez afficher sur mobile, mais également sur desktop, dès la homepage, mais également à différents moments. Et une fois que vous avez ce consentement, vous aurez la possibilité d'envoyer des notifications, même lorsque les utilisateurs ne sont plus sur votre site web. Et les performances sont vraiment exceptionnelles. Je présente toujours ce cas de Jumia. Jumia, c'est le Amazon en Afrique qui appartient à Rocket Internet. Donc, ils ont été parmi nos premiers clients à adopter le push web. Et tout simplement, tout a été mesuré également par Google Analytics. Et ça a été présenté à la Google I.O., donc la grande conférence développeur de Google. Il y avait en fait donc notamment une campagne de relance de paniers abandonnés. Donc l'utilisateur allait sur le site de Jumia, acceptait les notifications, commençait un process d'achat, mais abandonnait ce panier. Et derrière, quelques heures après, ils allaient recevoir donc un message directement sur leur téléphone mobile ou bien sur leur navigateur même desktop, pour les inciter à finaliser la transaction. Donc, vous l'avez peut-être vu rapidement, mais les taux de clics sont hallucinants. C'est à 38% dans le cas de cette campagne. Alors, je ne vais pas dire que vous aurez systématiquement ce genre de performance, mais ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, les taux de clics sur les campagnes de notification web sont autour de 5-6%. Quand on connaît les taux de clics sur les campagnes email, c'est un ratio qui est absolument formidable. Ce qu'on a également mesuré, c'est qu'il y avait 9 fois plus de conversions sur les utilisateurs qui recevaient ces notifications web versus ceux qui ne les recevaient pas. Et au final, en termes de conversion, on avait tout simplement un taux de conversion qui était proche des 8% pour les utilisateurs qui recevaient les push web. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une performance qui est hallucinante et dont il faut profiter. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment coordonner tous ces canaux mobiles. Il n'y a pas de réelle bonne réponse, j'ai envie de dire. Bien entendu, c'est important de pouvoir intégrer les différents canaux de communication mobile au sein de votre stratégie d'engagement global et donc potentiellement de faire le lien avec vos marketing clouds, ça peut être Adobe Campaign, Salesforce Marketing Cloud et autres. Et vous pouvez également tout simplement prioriser les canaux selon les avantages et les inconvénients de chacun. Je donne toujours une stratégie assez évidente, mais si vous avez par exemple pour le même utilisateur la capacité de lui envoyer des notifications et des SMS, vous aurez peut-être envie d'envoyer d'abord la notification avant de dépenser beaucoup d'argent autour du SMS. Oui, donc il y a vraiment beaucoup de choses à tester et à optimiser. Et maintenant, l'idée, c'est d'avoir un peu un retour d'expérience de la part de VP sur ces différents sujets et voir quelles sont un peu ces particularités chez VP. Donc là, je me tourne vers Constance. Je me remets devant le micro, parce que sinon, ça enregistre mal. J'ai plus le droit de tourner la tête là. En tout cas, merci pour ce pitch parce que moi j'ai revu plein de trucs, donc c'était très intéressant. Donc moi je suis Constance, je m'occupe du marketing chez VP. J'y suis maintenant depuis 5 ans et évidemment cette partie client elle est très importante parce qu'aujourd'hui en Europe on a 66 millions de membres. Donc des membres qui ont des niveaux d'engagement qui sont très différents parce qu'on a
des membres hyper addicts qui vont acheter jusqu'à 30 fois dans l'année. Hein, c'est le repeat de nos best clients. Et d'autres qui s'inscrivent parce qu'ils entendent parler d'une offre et qui finalement n'achètent jamais. Donc cette couverture marché fait qu'aujourd'hui, on a une nécessité à segmenter. Donc pour revenir sur VP, sur ce qu'on fait, donc aujourd'hui on est leader européen sur le marché de la flash sales. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça parce que sinon je ne serais plus réinvitée, mais en fait en vrai on n'est pas vraiment un e-commerçant, c'est-à-dire qu'à la base on est des déstockeurs et on a transposé ce business-là sur le digital, avec d'ailleurs plus ou moins de succès au départ parce qu'il n'y avait pas la DSL, donc voilà, donc ça montre qu'on n'est plus tout jeune, on fait nos 20 ans cette année, donc avec un départ sur le digital assez compliqué et même Jacques-Antoine Grandjean, il n'ose plus le dire en interview, mais il s'est même dit ça ne marchera jamais le digital. Personne n'arrive à être connecté. On met des heures pour arriver à mettre au panier, donc ça ne marchera jamais. La DSL arrive et évidemment, VP prend un essor colossal avec aujourd'hui un niveau de croissance chaque année depuis 20 ans. Aujourd'hui, notre métier, il évolue. C'est-à-dire qu'on est évidemment spécialisé sur les invendus des marques qui nous confient leurs produits pour vraiment finir le cycle d'une collection. Mais aujourd'hui, on a étoffé notre offre avec aussi un business un peu plus marketplace. Alors évidemment, ça ne s'appelle pas la marketplace chez nous, ça s'appelle la brands place parce qu'il y a un aspect un peu curation. On fait pas ça avec toutes les marques, on fait ça avec des marques partenaires sur lesquelles il y a de la complémentarité dans l'offre. Mais donc aujourd'hui, on travaille sur ces deux aspects et puis évidemment un aspect média parce qu'on a une puissance de frappe qui fait aujourd'hui que pour nos marques partenaires, c'est aussi un moyen de parler de leurs nouveautés, de prendre la parole d'un point de vue média. On est avant tout, là aussi ça va peut-être paraître bizarre, mais on est avant tout une société B2B, c'est-à-dire qu'on considère que nous, nos premiers clients, ce sont les marques. Donc on a 7000 marques partenaires pour lesquelles on va essayer de leur apporter 4 grands éléments. Alors il y a des services, il y a plein de services différents, mais on leur apporte 4 choses. Les marques qui viennent chez nous et qui normalement reviennent, c'est pour déjà la puissance de frappe. Donc la puissance de frappe, c'est la puissance du trafic. Hein. C'est 4 millions de visiteurs qui viennent chaque jour, avec une spécificité. Alors, je suis désolée, hein, parce que du coup, tu disais le bon message au bon moment. Alors nous, on a fait les choses un peu autrement. Nous, on a un rendez-vous quotidien qui est le rendez-vous de 7h du matin. Et on a institué ça, principalement déjà en France, mais maintenant partout en Europe, où en fait, on a un internaute français sur 4 qui viennent par mois, et on est la première application ouverte par les Français le matin, qui viennent en fait à l'encontre quelque part de tout ce qui se passe sur le digital. Ils viennent pas pour un produit en particulier ou parce qu'ils ont besoin, ils viennent parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. On est vraiment dans l'entertaining shopping. Ils ont envie de découvrir des nouvelles marques, ils ont envie de voir l'offre du jour, et donc ils se connectent tous les matins sans savoir ce qu'il va y avoir derrière la page de login. Donc on est un peu en mode pochette surprise. Mais cette capacité à événementialiser, à créer des événements autour de fin de stock, c'est ce qui nous permet d'attirer 4 millions de personnes donc tous les jours. Et c'est évidemment ce que viennent chercher les marques, c'est cette force de frappe. Et la force de frappe, elle est aussi sur la base membre, parce qu'on est dans un univers logué, ce qui là encore est quand même une spécificité dans l'e-commerce, parce qu'on fonctionne aujourd'hui comme un social media, c'est-à-dire qu'à moins d'être membre, on ne peut pas avoir le contenu qu'il y a sur le site. Et ça nous a permis aujourd'hui de rassembler 66 millions de membres partout en Europe, une sorte de club de shoppers qui veulent découvrir des marques chaque jour. Donc ça, c'est la première chose que viennent chercher les marques, c'est cette force de frappe. La deuxième chose, c'est la créativité. Pour nous, c'est un asset qui est extrêmement important parce que on vend du discount au départ. Et alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a du discount partout. Mais il y a 20 ans, pour les marques, le discount, c'était vraiment dégueu, quoi. Ils n'avaient aucune envie de, mettre en avant le fait qu'ils avaient des fins de collection des invendus, de montrer qu'ils avaient des prix bradés, parce que c'est quand même le concept, et 3, certainement pas de se retrouver avec d'autres marques qui avaient du discount. Donc cet axe, cette singularité sur la créativité, c'était vraiment une façon de dire oui, vous allez vendre vos stocks, mais
on ne sera jamais racoleur sur la promotion. Donc par exemple, sur tous les bandeaux, alors là on ne voit pas, mais sur tous les bandeaux que vous avez sur VP, on ne met jamais par exemple un pourcentage de vente. On ne met jamais un message super discount ou voilà. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de discount, mis à part dans les fiches produits. Mais sinon, avant ça, on fait très attention à ne surtout pas mettre en avant cet aspect discounté. Et cet aspect créatif nous permet quand même aussi de proposer d'un point de vue trade marketing des dispositifs aux marques qui sont un peu ce qu'on appellerait dans les médias des opérations spéciales, c'est-à-dire avec des créas spécifiques, des shootings, parce qu'on est un des plus gros studios photo aujourd'hui en Europe. Donc voilà, une façon de traiter le produit un peu différente. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'ils viennent chercher. La troisième chose, c'est la data. Donc c'est vraiment cette notion de data, on le fait depuis toujours, mais quelque part, ça a évolué. Pendant très longtemps, ça a été la data, l'opt-in CRM, que ce soit l'email, le push, etc. Et puis ensuite, c'est devenu la data cookie. Voilà. Mais cette notion de data, elle est très importante parce que c'est aussi, étant donné les volumes aujourd'hui qu'il y a sur les sites de VP, ça permet quand même aussi d'avoir des insights sur son marché assez importants parce qu'évidemment, on a facilement une représentativité statistique pour tester certaines choses. Donc ça, c'est la troisième chose. Et le quatrième élément qui est finalement assez nouveau, qui est cet aspect RSE, parce qu'on est au contact de 7000 marques voilà, tout le temps. Alors, j'allais dire quotidiennement, alors peut-être pas, mais en tout cas le plus possible. Et en fait, on voit tous qu'aujourd'hui, tout le monde a cette problématique, ou en tout cas cette envie d'aller sur ces sujets de RSE. Et voilà, on commence à proposer des services parce que finalement, depuis toujours, notre métier, ça a été de vendre des stocks pour éviter que les stocks soient détruits. Donc, quelque part, en fait, depuis 20 ans, sans le savoir, on avait une démarche RSE qu'aujourd'hui, on essaye de soutenir, évidemment, de manière plus objectivée. En tout cas, on le verbalise. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'écosystème VP. Évidemment, la singularité de VP, c'est la partie mobile. Un peu sans le vouloir, on a aujourd'hui 80% du trafic qui est mobile et 70% donc qui est applicatif. Ça, pour nous, c'est un élément de notre écosystème et sur la compréhension du modèle VP qui est fondamental. Pourquoi ? Parce que cette partie applicative, qui est honnêtement pas ce qu'il y a de plus facile d'un point de vue maintenance technique. Enfin voilà, il y a beaucoup de complexité à avoir une app, il ne faut pas se le cacher. Ça coûte cher, c'est contraignant. Les univers des stores et les systèmes d'acceptation, voilà, c'est challenging, ça change beaucoup en plus en ce moment. Donc oui, c'est un investissement, mais en fait on l'a fait pour plusieurs raisons. La première, parce que ça assure une forme de stickiness avec les membres. Donc nous, ce qu'on appelle stickiness, enfin c'est pas nous d'ailleurs, c'est Facebook qui a développé ce ratio, mais c'est hyper intéressant parce que ça mesure en fait le niveau d'adhésivité ou d'addiction, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des membres avec un produit. Donc par exemple chez VP, si vous prenez les visiteurs du mois, quelqu'un qui est venu au moins une fois dans le mois, donc les visiteurs uniques, on a aujourd'hui, nous, 35% de nos utilisateurs qui sont venus tous les jours du mois. Et ça, c'est colossal parce que ça veut dire qu'on a quasiment des chiffres qui sont équivalents à certains social media type LinkedIn. Je crois qu'il y a à 27 ou 28%. Donc en fait, on a une forme de récurrence et clairement, c'est lié à ce business applicatif. Et c'est la deuxième partie finalement de notre modèle, ou en tout cas de ce pourquoi on pousse sur cette partie applicative, c'est que c'est un formidable top of mind. Finalement, la probabilité quand... alors j'espère qu'il n'y a personne de TF1, ça n'a rien à voir avec TF1, mais quand vous dépensez des millions sur TF1 et tout, bon, c'est super, mais vous n'avez jamais tout le monde. Alors qu'en fait, sur juste d'avoir une petite icône sur un téléphone, vous avez une présence à l'esprit qui se fait de manière quasi quotidienne avec vos utilisateurs, ce qui est quand même assez exceptionnel du point de vue de la proximité. Donc voilà, donc pour nous, qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur le slide ? Que j'ai rien oublié ou pas ? Ça va ?
Pour nous, cet aspect de faire vivre cette connexion entre nos membres et la marque, elle est vachement importante. Et c'est 20 ans d'histoire avec nos membres, donc on y fait particulièrement attention. Donc 20 ans d'histoire, ça veut dire qu'on a des membres dans la base de données qui sont extrêmement différents. On a des jeunes et des moins jeunes, même si cette capacité à recruter du jeune, c'est quelque chose qui est complexe aujourd'hui. Quand on voit les niveaux d'investissement typiquement d'un Zalando, j'ai l'impression que tu les adores, hein, tu as mis plein de trucs de Zalando, mais c'est vrai que quand on voit les niveaux d'investissement, c'est hyper compliqué quand on est une boîte comme VP qui n'investit pas en marketing. C'est-à-dire que nous, notre marketing, c'est l'offre. La façon de faire venir des gens tous les jours, c'est d'avoir les plus belles marques au meilleur prix. Et ça, il y a une forme de posture, évidemment, sur le marché en disant qu'on est Google Free, etc. Mais il y a aussi une réalité qui est que, contrairement à un autre e-commerçant, nous, on a des stocks limités. Si vous n'avez pas le meilleur prix, si vous n'avez pas les meilleures marques, les gens n'ont pas intérêt à venir. Donc, la réalité, c'est donc des typologies de profils extrêmement différents, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont découvert le digital avec nous et d'autres qui atterrissent aujourd'hui en se disant « mais c'est quoi ces bandeaux pourquoi je ne peux pas naviguer ?» Voilà, on n'est pas indexé sur Google aujourd'hui, donc en fait, il y a quand même un truc qui est hallucinant, c'est que nous, notre audience, elle est concentrée sur une seule page. Quand on voit les audiences médias qui sont sur des milliers de pages, on essaie d'aller récupérer des audiences de sous-domaines sortis de nulle part. Là, nous, tout est concentré sur une page. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement particulier du point de vue de la navigation. Donc, tout notre enjeu sur la couverture de notre base de données, elle est de savoir comment est-ce que d'une part je les segmente grosse louche, on va dire, sur leur cycle de vie, et puis ensuite comment est-ce que j'arrive à apporter l'expérience la plus personnalisée possible et la plus pertinente. Donc aujourd'hui, nous, ce slide, il a l'air tout bête comme ça, mais en fait, derrière, il y a une vraie logique de segmentation de la base de données, une vraie logique organisationnelle aujourd'hui. Moi, les équipes CRM, elles sont construites comme ça aujourd'hui. Et on essaye d'apporter une multitude de réponses derrière ces 4 intitulés. Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on va recruter et activer. Donc, là encore, spécificité de VP, nous, le recrutement, il ne se fait pas via des canaux d'acquisition traditionnels, il se fait via nos bases membres, donc via du parrainage. Comment est-ce que le parrainage, alors au départ, peut-être que certains se souviennent si vous connaissiez VP il y a quelques années, mais avant sur VP, on ne pouvait même pas s'inscrire si on n'avait pas un parrain qui nous invitait dans ce club. Donc ça, déjà, c'est la première spécificité. Maintenant, ce parrainage, il a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a arrêté de se mettre aussi un parrain, parce que ça devenait quand même un peu compliqué. On a quand même des enjeux de conversion sur les formulaires, etc. Donc, on allège quand même de plus en plus cette partie. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un environnement logué et qu'on ne travaille que sur la résonance, que sur le ricochet d'un membre qui partage une offre ou de quelque chose qui va faire du bruit via un canal différent. Comment est-ce qu'on les active ensuite ? Et ça, c'est le très gros sujet, c'est que, t'en parlais très bien, on sait qu'on a 30 jours à peu près pour faire acheter ce nouveau membre. Qu'au-delà de ça, on va passer dans le 3e bloc et que ça va être de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile. Donc, on a vraiment 30 jours de pression marketing qui va être assez forte, où en gros, il va falloir être sexy pendant ces 30 jours. Alors, je vais vite parce que je vois que la porte s'ouvre et le temps est compté. Repeat et trafic. Aujourd'hui, c'est 30% du trafic qui est lié au CRM, donc push et email. Donc, ça veut dire que clairement, on bombarde un peu. Réactivation, c'est quand on a mal fait notre taf sur la première partie, qu'on n'a pas réussi à les activer. Donc, il faut les réactiver. Et dernière partie, c'est l'anti-churn. L'anti-churn, parce que c'est ce qu'on se disait à propos de l'adhésivité. On a des membres qui sont très addicts, qui achètent beaucoup dans l'année.
qui ont une contribution aux chiffres aujourd'hui qui est extrêmement importante. Et donc, on a développé des algorithmes en interne pour voir quand ces personnes décrochent. Donc, on a quasiment une centaine d'indices en fait de décrochage. Alors, ça peut être des gens qui viennent moins souvent, qui se connectent à des horaires un peu plus espacés, qui dépensent moins, qui visitent moins de ventes. Enfin voilà, tous ces indices sont mis dans une moulinette et puis les profils sont scorés et en fonction de ça, on va justement leur envoyer des pushs, on va interagir avec eux avec une pression marketing plus importante et on le dit pas trop, mais aussi avec du voucher parce que à un moment c'est la promotion et un canal d'activation fort. Donc voilà, sur la façon dont on est organisé côté CRM. Ensuite, on va plus loin dans nos membres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 9 segments qui correspondent à des niveaux d'engagement des membres, niveau d'engagement transactionnel et navigationnel. Et ça permet, voilà, là encore, de resegmenter et d'avoir des scénarios d'activation qui peuvent être plus ou moins différents. Je terminerai par un point, parce que le temps nous est compté, qu'on puisse quand même se poser qu'on puisse poser des questions. Aujourd'hui, on envoie beaucoup de mails. Franchement, on est un peu un gros mailer. L'email d'invitation, qui est quelque chose d'un peu dans l'ADN de VP, cet email qui part tous les jours pour que ça arrive dans les boîtes mail des gens à 7 heures. On en envoie 9 millions chaque matin, juste pour la France. Donc voilà, c'est beaucoup. Maintenant, la réalité, c'est que le push est, en termes de chiffre d'affaires, beaucoup plus contributeur. Donc, quand vous envoyez 1000 emails aujourd'hui, on gagne à peu près 55 €. Et quand on envoie un push, c'est quasiment x4. Donc là, quand on se dit ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les pushs, il faut bien les envoyer. Parce qu'on sait que ça va contribuer, mais il ne faut pas se planter parce que l'opt-out, il nous coûte cher. On sait qu'on n'arrivera pas à le récupérer et on sait en plus que clairement, l'opt-in push, il est quand même plus difficile à aller chercher. Donc là, on a un vrai enjeu à maintenir une bonne balance sur la pression, et là-dessus Airship aussi nous aide. Le fait d'avoir un dashboarding simple qui nous permet de vraiment mesurer l'impact d'un push, est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on n'a pas été bon, est-ce qu'on a ciblé les bonnes personnes, pourquoi est-ce qu'on s'est trompé. En fait, finalement, l'analyse que l'on va faire a posteriori de nos performances, ça va nous permettre d'affiner la stratégie et voilà, et d'éviter au maximum que les gens deviennent opt-out. Est-ce que tu veux... Vous avez des questions ou des choses que vous voulez... Moi, ce que je trouve passionnant en fait, dans ce que tu dis, Constance, c'est que très souvent on entend le modèle VP, c'est un modèle à part. Alors oui, c'est une particularité dans le domaine du retail. Et comme toi tu le dis, on n'est même pas vraiment des retailers. En revanche, moi je trouve que ce que ça montre, c'est qu'il y a en fait énormément de travail, d'intelligence derrière chaque élément. Et c'est un modèle, un exemple qui je trouve, montre parfaitement en fait l'extrême, à quel point le mobile, à quel point la connaissance, la data peut vraiment vous affranchir de certaines contraintes des retailers classiques. Google, t'en parlais, la stickiness. Et donc c'est ça que je trouve formidable dans les exemples de VP, c'est que finalement c'est un peu un aperçu du futur et vraiment de toutes les possibilités que vous pouvez avoir à travers vraiment cette sophistication mobile et CRM. Donc merci beaucoup Constance Mais non, merci. pour ce témoignage.